Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Après Kagame, Olusegun Obasanjo rencontre Félix Tshisekedi, l'ex-président nigérian. Olusegun Obasanjo, après avoir rencontré Paul Kagame du Rwanda, est arrivé ce mercredi en République démocratique du Congo où il a rencontré le président congolais Félix Tshisekedi. Il est dans une offensive diplomatique dans le but d'apporter sa contribution à trouver une solution dans l'est de la République démocratique du Congo où le malaise continue. L'ex-président Olusegun Obasanjo a été désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est et celle de l'Afrique australe en tant que médiateur, aux côtés d'autres médiateurs justement, pour mener les discussions, pour permettre un rapprochement des positions entre Kigali et Kinshasa. Il a rencontré les deux chefs d'État. Nous en parlons avec nos invités. Visite qui se tient, Samir, à la veille ou du moins quelques jours avant la signature annoncée de cet accord de paix entre Kigali et Kinshasa à Washington. Ben écoutez Guillaume, je pense que vous faites bien de le rappeler parce qu'en fait, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, c'est l'un des facilitateurs donc de l'EAC et puis de la SADC. Et en même temps, je pense que, comme il l'a dit, l'idée c'est de voir comment est-ce qu'ils peuvent explorer donc toutes les possibilités pour qu'il y ait plus de qu'il n'y ait plus donc de confrontation militaire entre le Rwanda et puis la République démocratique du Congo, parce qu'en fait aujourd'hui, quand vous prenez l'est de la République démocratique du Congo, de façon globale, la région des Grands Lacs, il y a une situation d'insécurité préoccupante avec l'occupation donc par cette partie donc de la République démocratique du Congo des forces armées rwandaises. En réalité, ce sont les forces armées rwandaises qui occupent donc l'est de la République démocratique du Congo, soutenues donc par les rebelles donc de l'AFCM M23. Mais en même temps, je pense, Guillaume, nous devons nous interroger. Pourquoi autant d'intérêt pour la République démocratique du Congo? Pourquoi autant d'initiatives? Pourquoi autant pourquoi autant d'yeux donc sur ce pays-là? Parce qu'en fait, quand vous regardez, vous jetez les yeux sur ce qui se passe, vous avez les États-Unis, le Qatar d'un côté, vous avez l'EAC, vous avez la SADC, vous avez l'Union africaine, vous avez également cette initiative donc des églises catholiques et protestantes, et au-delà, vous avez également un certain nombre de réactions de certaines organisations internationales et de certains pays. Vous avez la francophonie qui était, il y a de cela quelques jours au Togo, pour rencontrer le président du Conseil donc de la République togolaise, qui est le facilitateur désigné par l'Union africaine. Ensuite, vous avez l'Union européenne qui réagit régulièrement sur cette question-là. Vous avez la France, vous avez l'Allemagne. Donc, vous avez autant d'intérêt sur la République démocratique du Congo. Est-ce qu'en fait, ils sont animés d'une réelle volonté d'apporter une paix durable dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo, ou ils sont là pour protéger leurs intérêts? Parce qu'en fait, la République démocratique du Congo a toujours été présentée comme une terre bénie, avec des ressources rares, véritablement, qui entrent dans la fabrication d'un certain nombre d'objets, véritablement. Et donc, moi, je m'interroge, en fait, pourquoi cette course diplomatique? Pourquoi ne peut-on pas peut-être le mettre au compte de la diplomatie congolaise qui a, depuis un moment, a fait un travail de fond, en tout cas, avec les différentes sorties et puis tout ce qui se fait derrière? On peut espérer que ce soit le fruit de cette diplomatie congolaise qui sont en train d'être vus comme cela. Ben, j'ai envie de vous croire, sauf que depuis plusieurs mois déjà, la position au niveau donc de l'Est de la République démocratique du Congo n'a pas bougé. C'est-à-dire que vous avez l'Est de la République démocratique du Congo qui échappe à l'autorité donc de l'État, au pouvoir de Kinshasa. Donc cette partie est toujours occupée par les forces armées rwandaises, avec la rébellion de l'AFCM 23. Aujourd'hui, vous avez les États-Unis qui rentrent également et qui a réussi véritablement, les États-Unis qui ont réussi véritablement à mettre les deux pays à la table de négociation. Vous savez que les délégations techniques donc de ces pays ont paraphé déjà le test donc de l'accord de paix. Et il est prévu qu'il y ait que ce soit signé une demain, signature ministérielle donc des deux pays de l'accord de paix. Là, les États-Unis sont en train de forcer les pays à aller dans ce sens parce qu'il est en train d'influencer donc ces pays-là, notamment la République démocratique du Congo,
Sauf que derrière, il y a des choses qui peuvent se cacher. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a promis aux États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce que la République le Rwanda a promis aux États-Unis d'Amérique? Parce qu'en fait, la nouvelle approche de Donald Trump, c'est qu'il n'agit pas dans une zone s'il n'y a pas un intérêt économique pour les États-Unis d'Amérique. Il n'agit pas si les États-Unis n'ont rien à gagner véritablement. Donc aujourd'hui, je peux me tromper, mais d'après tous ces éléments dont j'ai fait cas, je peux dire, sans vouloir me tromper, qu'en fait, nous sommes en train de perdre le temps. Nous sommes en train de perdre le temps avec ces balais diplomatiques. Nous sommes en train de perdre le temps avec ces initiatives de part et d'autre. Nous sommes en train de tourner au rond, alors qu'en fait, la réponse à ce problème, moi je l'ai toujours pensé, ça reste toujours ma position. Parce que quand vous êtes un pays souverain, et que du jour au lendemain, vous êtes attaqué par un pays voisin, il n'y a aucun élément qui peut justifier. Parce qu'en fait, vous agissez que lorsque vous êtes attaqué. Et le Rwanda a attaqué donc la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'une disposition de la constitution de la République démocratique du Congo est violée. Donc, la réponse, elle doit être que militaire. Vous devez réagir promptement avec la plus grande force possible. Sauf que la République démocratique du Congo n'a pas cette force militaire dont vous parlez. Absolument. Ça veut dire qu'en fait, c'est un pays en termes de rapport de force qui est faible devant le Rwanda. Alors, n'est-ce pas utile d'utiliser la force diplomatique plutôt quand on n'a pas la force militaire? Ça fait depuis combien de temps on utilise ces outils de la diplomatie et toujours au niveau donc de l'Est de la République démocratique du Congo, il y a toujours des violations des droits humains. Il y a les ressources naturelles qui appartiennent donc au peuple congolais, qui continuent d'être exploitées chaque jour. J'ai du mal à suivre votre logique. Vous prônez une réaction militaire, vous êtes au même moment d'accord que cette réaction militaire ne pourra pas avoir lieu puisque la République démocratique du Congo n'a pas le dispositif militaire nécessaire. Et au même moment, vous ne voulez pas croire que la réaction diplomatique porte ses fruits. Vous êtes finalement dans quelle position? Quand vous regardez un peu les parties du monde, notamment dans la sous-région où un certain nombre de pays sont confrontés au terrorisme, l'approche nouvelle que ces pays ont trouvé, c'est de diversifier leur collaboration militaire, leur accord militaire. Ça leur permet donc de performer donc les forces armées donc de leur pays. Ça leur permet donc de renouveler l'équipement de leur pays et ça permet de réagir promptement sur le terrain. Donc ce que les autorités congolaises doivent faire en fait, c'est que à côté donc de ces initiatives, puisqu'on le dit, à la fin, que ce soit la guerre ou pas, vous finirez par discuter. Si vous pouvez changer donc le rapport de force avec une intervention militaire de puissance, et vous pouvez le faire véritablement. Merci. Donc il va falloir mettre les moyens véritablement en place pour que la République démocratique du Congo puisse retrouver sa puissance. Et là, dans les discussions, ça pourra compter véritablement. Je reviendrai tout à l'heure sur le temps que ce processus prendrait pour se mettre en place. Dieudonné Sewono, un balai diplomatique en direction de la République démocratique du Congo, ou du moins pour l'intérêt en l'apparence de la RDC, l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo, après avoir quitté Paul Kagame du Rwanda, a été reçu ce mercredi par Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Oui, je suis tenté également de poser la question, combien de médiations pour une seule crise? Ou combien de médiateurs pour une seule crise? Autant que possible. Très bien. On se dira, pour la paix, il n'y a pas de sacrifice qui soit trop grand. Pour quel résultat? Pour des résultats de paix, bien sûr. Très bien. Si c'est ça le sacrifice, alors augmentons, multiplions les médiations, multiplions les médiateurs. Mais pourvu que le résultat soit atteint et de façon pragmatique, tangible, sur le terrain. Car jusqu'à ce jour, l'Est de la République démocratique du Congo échappe encore au pouvoir de Kinshasa. Pendant ce temps, les diplomaties affluent, les médiations affluent. Si ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est bien la CEDEAO, ou non, l'Union africaine. Si ce n'est pas l'Union africaine, c'est l'Afrique de l'Est. Et donc chacun envoie son émissaire juste pour la seule crise de la République démocratique du Congo. Je comprends que la République démocratique du Congo est un pays continent. Et donc à la hauteur de la réalité qui s'impose dans ce milieu. Mais ne l'oublions pas, nous sommes en train de passer tout simplement à côté du vrai problème pour chercher des échappatoires qui n'existent pas, alors que sur le terrain, la réalité est tout autre.
Pour vous, c'est quoi réellement le problème? Comme vous dites qu'on est en train de passer à côté du vrai problème. Non, le vrai problème, c'est que chacun veut tirer sa portion du gâteau. Et donc, il faut s'imposer en tant que le vrai médiateur pour que l'histoire retienne ça. Finalement, est-ce qu'on n'est pas dans un pessimisme qui crève trop les yeux? Dieu donne nous. On était ici, on s'offusquait il y a de cela quelques années, ou du moins au moins 2 ans, on s'offusquait du fait que quand il y a la crise au Soudan, quand il y a la crise en République démocratique du Congo, quand il y a la crise en Éthiopie, quand il y a la crise dans plusieurs pays africains, on ne s'intéresse pas à ces crises-là comme on s'intéressait à la crise entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, voilà un balai diplomatique en direction de la République démocratique du Congo et on crie au complot encore. Vous comprenez ma position depuis le début de cette crise, que ici, il s'agit d'une question de rapport de force. Je n'ai pas changé. Ce n'est pas une question de rapport de balai diplomatique. Et donc jusqu'ici, le problème ne se résout pas avec les balais diplomatiques là. Vous savez, vous l'avez dit tantôt, que la République démocratique du Congo, vaste comme pays, mais a une force de frappe un peu amoindrie vis-à-vis du Rwanda, qui est un petit pays, mais avec un armement assez solide. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire si vous voulez réellement imposer le respect de la loi, le respect de la règle? Aujourd'hui, eh bien, les éléments du Rwanda, ou alors les éléments du M23, font bien leur administration plutôt, leur gouvernance, dans l'est de la République de Congo. Mais nous continuons toujours pas à dialoguer. Et vous avez l'impression que ce dialogue va aboutir au fait que l'administration de M23 va plier bagage et libérer le terrain pour la RDC? Je doute fort. Alors, mais là, je reviens sur l'idée de la balkanisation qui est toujours en cours. Pour dire, tous ces médiateurs finiront par se mettre d'accord sur un point selon lequel, envisageons la paix. Oui, l'espace qu'ils ont déjà obtenu là, ils l'ont déjà. Créons quelque chose, que ce ne soit pas sous le contrôle de Kinshasa, ni sous le contrôle de Rwanda, mais qu'on ait un point qui, quand même, cristallise, quand même affaiblit un tant soit peu la tension, d'où la balkanisation de l'État congolais. C'est en cela qu'on est en train d'arriver. Car toutes les voix vont venir. Vous pensez aussi que Olusegun Obasanjo serait donc complice d'une telle Non, je ne parlerai pas de complicité. Quand on a choisi Olusegun Obasanjo en tant que ancien chef d'État, c'est par rapport à sa qualité de médiation, de sagesse. Il a été à la tête du Nigeria. On sait tout ce qu'il a engrangé en termes de développement et en termes de résolution de crise. Puisqu'il a été président aussi de la CEDEAO, président en exil de la CEDEAO. Il n'est pas choisi par hasard. Maintenant, est-ce qu'il ira au-delà de ce qui sera décidé par l'ensemble des médiateurs? Le grand médiateur dans cette crise aujourd'hui, eh bien, c'est les États-Unis d'Amérique. Car c'est eux qui ont déjà prêté un contrat qui est sur le point d'être signé. Mais les autres sont dans les négociations. Alors dites-moi, lorsque vous arrivez à apposer votre signature sur un contrat et que vous continuez pas à négocier, quel est l'aspect le plus pratique, le plus tangible qu'on a déjà sous la main? Il faut respecter ce qui est écrit sur le papier, ce que vous avez signé. Mais pour l'heure, les autres sont en train de mener des discussions, comme on dirait quelque part, les tractations de couloir. Jusqu'à quand ces tractations de couloir vont être concrétisées pour mener la véritable paix en République démocratique du Congo et rétrocéder l'espace de la RDC au pouvoir de Kinshasa? C'est là la grande question. Sinon, en soi, convier un autre médiateur dans la crise congolaise n'est pas un problème. Bravo. Mais je pense qu'on est en train de faire du surplace. Merci beaucoup à vous aussi. Dieu donne ses nous. Je reviens à vous, Samir Ouassama. Votre position, c'est un règlement militaire. C'est-à-dire qu'il faut renforcer les capacités militaires de la République démocratique du Congo pour faire face au Rwanda et au M23. Puisque sur le terrain, le M23, ou bien la RDC dit que c'est le M23 soutenu par le Rwanda dit qu'il est absent. Bon, de toute façon, on voit au moins le M23 sur le terrain. Donc il faut renforcer les capacités militaires de la République démocratique du Congo. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple des pays du Sahel qui, face au terrorisme, ont eu recours à certaines puissances. Et en première ligne de ces puissances-là, la Russie. Vous voyez aussi dans les résolutions que la Russie carrément est absente. La Russie diplomatiquement n'intervient pas, en tout cas à ce que je sache, dans ce genre de situation. Mais si la Russie
d'abord, est-ce que vous pensez que ce soit la Russie qui devrait intervenir pour régler le problème, ou plutôt ceux qui sont en train de faire la médiation, qu'ils envoient plutôt des renforts militaires? Et si oui, ça m'amènera à la deuxième partie de ma question, par exemple, si vous êtes d'accord que les États-Unis envoient un renfort militaire, est-ce que là aussi, on ne va pas encore crier, parce qu'on a décrié dans ces pays du Sahel que vous avez cité en exemple, les puissances occidentales, derrière lesquelles on voit toujours une main de domination, qui passe par peut-être un soutien militaire, pour voler des ressources. Est-ce que dans la même situation, on ne va pas encore crier ce qu'on avait déjà crié au Sahel? Ben écoutez Guillaume, lorsque vous êtes un État souverain et que vous diagnostiquez un problème crucial et qui est une composante essentielle pour vous protéger davantage, et que vous avez un certain intérêt d'un certain nombre de certaines puissances occidentales ou de certaines puissances au niveau donc du Golfe, donc de l'Asie, vous vous posez la question, mais si vous vous intéressez à notre intégrité, si vous vous intéressez à la paix dans notre pays, alors que vous savez que nous avons un problème fondamental qui est quoi? La structuration de notre armée, qui est le sous-équipement de notre armée, qui est la formation de notre armée, qui est le renforcement du matériel militaire, et que vous n'êtes pas en mesure de nous aider à nous renforcer davantage. Ça veut dire que si nous avons été attaqués une première fois et que nous avons réussi à trouver un accord de paix, et dans cet accord de paix, bien évidemment que la République démocratique du Congo va perdre. C'est-à-dire que le gagnant dans cette affaire, c'est le Rwanda qui va véritablement avoir un certain nombre de bénéfices. Si nous ne nous prévenons pas d'une attaque éventuelle future, puisque nos voisins savent que nous avons une faiblesse permanente, demain, une autre puissance se trouvant dans des difficultés parce qu'en fait, ils ont besoin de ressources complémentaires ou supplémentaires, ils vont dire qu'en fait, nous avons un voisin qui est fragile. Côté sécuritaire, allons l'attaquer, allons prendre possession d'une partie donc de son territoire, puisqu'il y a énormément de richesses naturelles au niveau donc de ce pays-là. Imposons-lui la guerre, cherchons à négocier, mettons en branle tous les balais diplomatiques et obtenons quelque chose ensuite. Et ça va être un cycle vicieux véritablement. Ça va être du bis repetita. Alors qu'en fait, nous avons connaissance donc du nœud du problème véritablement. Et donc aujourd'hui, moi, ma conception de la situation, c'est que le président Tshisekedi, qui est en train de faire son deuxième mandat, a failli à sa responsabilité de garantir l'intégrité. Parce qu'en fait, à plusieurs reprises, le président Félix Tshisekedi a pris un certain nombre d'engagements. Et même, il est allé très loin et dire que si le Rwanda osait attaquer son pays, il va réunir les deux chambres du Congrès et va déclarer la guerre au Rwanda. Sauf que le président rwandais a attaqué de façon douce la République démocratique du Congo. Je préfère effectivement de façon douce. Ah, bien sûr. Et puis le Rwanda n'a jamais reconnu cela. Absolument, il n'a vu que du feu passer. Et là, il est incapable de récupérer cette partie. Et donc, je pense que le régime au niveau de Kinshasa doit pouvoir réfléchir à diversifier donc ses partenariats stratégiques, puisque si vous nous considérez comme vos alliés, vos amis, notamment les États-Unis d'Amérique, notamment le Qatar, notamment la France, notamment l'Union européenne, et vous êtes incapables de nous aider à renforcer notre armée, parce que, en fait, dans cette situation a fait que certains militaires sont en train de déserter parce qu'ils ne sont pas bien équipés, ils ne sont pas bien payés, ils n'ont pas du matériel adéquat pour se défendre véritablement sur le terrain, et que vous vous dites que vous êtes nos amis et vous êtes en train de nous plonger véritablement. Ça veut dire qu'en fait, il doit avoir un éveil donc, de conscience au niveau donc, de Kinshasa, et de faire en sorte que, pourquoi pas, diversifier des partenariats stratégiques militaires avec la Russie, bien évidemment. C'est véritablement au gouvernement congolais de décider véritablement. Mais on sait que la Russie a fait ses preuves. Donc sur le continent africain, on sait que la Russie, lorsqu'elle est avec vous, elle vous apporte un soutien total.
Ce sont des relations équilibrées véritablement, et ça vous permet d'avoir une puissance de feu sur le terrain. Et comme dans un pays africain, un président a eu même à le dire, que souvent ceux qui leur attaquent sont plus équipés que les armées nationales. Ça veut dire qu'en fait nous avons un sérieux problème sur le continent africain, et on sait qu'en fait tout se joue sur le côté sécurité. Tant que vous n'avez pas une puissance pour vous défendre, tant que vous n'investissez pas dans la défense donc de votre pays, dans la sécurité donc de votre pays, attendez-vous à ce qui se passe donc au niveau donc de la République démocratique du Congo. Si c'est pas une solution durable, ça va être les mêmes choses auxquelles nous assisterons également, parce qu'en fait il y a un pion faible dans la zone qu'est la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. À vous, Samiru, je donne oui, moi je voulais dire la crise dans l'est du Congo pose un sérieux problème, et ça m'amène à réfléchir encore sur le système sécuritaire africain, ou alors le système, je dirais, militaire africain. Système de défense. De défense africain. Ça pose un sérieux problème. Vous voyez, l'autre ne vous aidera pas lorsqu'il n'y a pas d'intérêt, lorsqu'il n'y a pas son intérêt. Je vous donne juste des exemples de l'Ukraine et aussi de l'Iran. Qu'est-ce qui s'est passé tout récemment? Là, nous vivons encore la situation de l'Iran. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Ils ont mené une attaque de feu directement, sans négociation, sans tracasserie. Je te rappelle qu'ils ont décrété le cessez-le-feu. Hein. Non mais écoutez, mais ils ont frappé d'abord. C'est parce qu'il y a une question de rapport de force qu'ils ont décrété un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, j'allais dire. Donc il faut un système de défense africain assez en place pour pouvoir corriger et imposer le respect des règles aux indélicats du continent. Malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, l'Ukraine, parce qu'on est des alliés de l'Ukraine, qu'est-ce que l'Europe peut faire? C'est fournir l'armement nécessaire à l'Ukraine. Même quand on sait que l'Ukraine ne peut pas tenir devant la Russie, on fournit quand même l'armement. On continue de le faire. Mais aujourd'hui, quand on vient sur le continent, on dit, négocions. On envoie celui-ci, on envoie celui-là. Pour combien de temps? Eh bien, le mal continue, la plaie continue toujours pas pourrir. Donc, le système de défense du continent africain a un sérieux souci. Si l'Union africaine, aujourd'hui, a une défense assez en place pour de tels cas et décrète, je ne sais pas, chiffon rouge ou alors RT rouge, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, pour intervenir en cas du non-respect du règle des jeux sur un pays donné, je pense que ce problème serait résolu il y a longtemps. Mais pourquoi ne pas aller dans cette logique-là? Aujourd'hui, c'est la RDC. Demain, X pays, on ne sait pas. Mais jusqu'à quand allons-nous continuer des négociations de faiblesse? La paix, oui, mais il faut quand même avoir une position de force pour pouvoir négocier et dicter la paix. Oui, Samir, quelque chose à ajouter? Mais écoutez, moi je suis de ceux qui pensent qu'en fait, s'il faut utiliser la force pour rétablir la paix, il faudrait le faire véritablement. Et la force là de qui? Des États-Unis par exemple, de la Russie, de l'Ukraine, de la Turquie, d'Israël, de l'Iran. Quand vous revendiquez une certaine souveraineté, quand vous revendiquez une certaine autonomie, on ne peut pas admettre que après 65 ans d'indépendance, que nous sous-traitions la défense donc de nos pays à des puissances occidentales. Alors, je pense que c'est une honte pour nos pays africains. C'est justement ce qui fait la particularité de la RDC, puisque la MONUSCO est venue, Félix Tshisekedi a finalement dit, bon, la MONUSCO, après 20 ans, vous n'êtes pas efficace, il faut partir, et ils sont en train de se désengager normalement. Entre-temps, on leur a fait appel à quoi? Parce qu'on en a besoin pour certains services. On a fait appel aux forces de la SADC qui finalement sont parties aussi parce que ça n'a pas tenu. Bien avant la SADC, c'est l'EAC qui avait envoyé ses forces. Et finalement, c'est pourquoi je pose la question, est-ce la Russie ou les États-Unis? Parce que les forces qu'on pourrait avoir avec les pays alentours ont tenté mais n'ont pas pu réussir. Ça renforce notre diagnostic qu'en fait il y a un problème assez profond au niveau donc de la République démocratique du Congo sur la capacité opérationnelle donc de ces forces armées véritablement. N'est-ce pas plutôt la preuve que la force militaire ne résoudra pas le problème? Non, si vous n'avez pas une puissance de feu, comment vous pouvez résoudre le problème? Vous avez vu un peu la riposte donc de l'Iran lorsqu'elle a
lorsque ce pays a été attaqué par Israël, Israël pensait que c'était le tout petit donc de la basse-cour. En fait, l'Iran, c'est une puissance de feu aussi. Donc, quand vous montrez à votre protagoniste qu'en fait, si vous voulez déployer la force militaire pour nous obliger à nous soumettre, ce que vous trouverez sur le chemin également, une réponse militaire. Et donc, si le Rwanda a allègrement attaqué donc la République démocratique du Congo, ça veut dire qu'en fait, il y a des failles au niveau donc de la sécurité donc de ce pays. Et en fait, le second volet, c'est que la République démocratique du Congo n'a pas été capable de riposter. Alors que les autorités congolaises ont annoncé donc cette riposte-là à plusieurs reprises, notamment au moment des campagnes électorales. Et donc ça prouve qu'en fait, il y a une certaine incapacité donc au niveau donc de la République démocratique du Congo. Et le Rwanda, sachant cela, ils sont en train d'élargir leur position. Et c'est assez déplorable. Et ce sont les populations qui en subissent véritablement quotidiennement aussi. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Je rappelle que ce 27 juin, la signature de l'accord devrait intervenir à Washington, un accord entre la République démocratique du Congo. En présence du secrétaire d'État américain. Bien sûr. Vous voyez l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Entre la RDC et le Rwanda, on en parlera certainement dans nos prochains numéros de Regard Croisé. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.